Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui, vidéo sur le livre Des pions sur l'échiquier de William Gaillard, en anglais Pawns in the Game. Aujourd'hui, je commence donc le chapitre 3 sur la Révolution française, et vous voyez quand j'ai choisi une image de Danton montant à l'échafaud pour se faire couper la tête avec la guillotine en arrière-plan. Image tirée d'un film que j'aime bien, qui s'appelle Danton. Voilà. Alors je ne suis pas révolutionnaire, je n'ai pas de passion pour Danton, mais le film en lui-même est assez bien fait. Donc je vais commencer tout de suite la lecture du chapitre 3. Je crois que le chapitre doit faire 15 pages, c'est-à-dire que je vais faire 3 vidéos de 30 minutes ou plus sur ce chapitre 3, et que pour chacune de ces vidéos vous aurez donc cette image avec Danton montant à l'échafaud pour que vous puissiez vous y retrouver. Et je numéroterai donc chapitre 3, 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Voilà. Bonne écoute. Voici donc le chapitre 3. Les hommes qui provoquèrent la Révolution française en 1789. Dans le chapitre précédent sur la Révolution anglaise, nous avons présenté des faits indiscutables prouvant comment un petit groupe de banquiers cosmopolites agissant par le biais de ses agents anglais s'arrogeait de façon anonyme le contrôle économique de la nation anglaise pour la modique somme d'1 250 000 livres sterling. Nous allons maintenant recenser des faits indiscutables permettant d'identifier quelques-uns de ces créanciers anonymes et prouver qu'ils ou leurs successeurs ont comploté, préparé et aidé financièrement la Révolution française. Révolution française, ou dite française, de 1789, comme ils avaient comploté, préparé et financé la Révolution anglaise de 1640 à 1649 avec tout simplement le meurtre de Charles Ier. Puis, dans les chapitres suivants, nous recensons d'autres faits indiscutables prouvant que les descendants de ces mêmes financiers juifs internationaux ont été le pouvoir occulte derrière chaque guerre et chaque révolution de 1789 à aujourd'hui. Vous avez qu'à regarder aujourd'hui la présidentielle française avec Monsieur Macron pour vous en persuader. La Jewish Encyclopedia déclare « Edom is in modern Jewry ». Note 52, ce qui peut se traduire mot à mot par « le rouge est dans la juiverie moderne ». Bon, d'accord, moi je ne vois pas ça comme ça, mais bon. Ok. C'est un aveu capital car le mot Edom signifie rouge. Bon, ok, oui, rouge. C'est l'histoire... D'accord, Edom, c'est Jacob... Non, c'est Ésaü et Jacob, voilà. Et Ésaü vend son aînesse pour un plat de lentilles et ça donnera le peuple des Édomites, donc d'Édom. Et on sait que cet aîné qui a vendu le plat de lentilles à son frère et donc vendu son droit d'aînesse avait les cheveux roux. Voilà, donc Édom c'est rouge, c'est roux, visiblement. Alors, Edom is in modern Jewry, ça veut tout simplement dire que Edom pour un juif en fait c'est tout simplement c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est tout ce qui n'est pas juif en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Un orfèvre juif, Amschel Moses Bauer, fatigué de ses vagabondages en Europe de l'Est, décida de s'établir en 1750 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Il ouvrit une boutique ou plutôt une sorte de cabinet comptable dans le quartier de la Judenstrasse, rue des Juifs. En anglais, Strasse, c'est street. Au-dessus de la porte de sa boutique, il plaça comme enseigne un bouclier rouge, Roter Schild en allemand. Rappelons que les Juifs d'Europe centrale, qui faisaient partie du mouvement révolutionnaire très impliqué dans le terrorisme, avaient également adopté le drapeau rouge
comme emblème parce qu'il représentait le sang, le sacrifice. Amschel Moses Bauer eut un fils en 1743 qu'il nomma Amschel et Amschel Meyer Bauer. Voilà. Donc Meyer Bauer, Amschel Meyer Bauer, fils de Amschel Moses Bauer. Donc c'est la fameuse famille Rothschild tout simplement. Le père mourut en 1754 alors que son fils n'avait que 11 ans. Le garçon avait de grandes capacités et une intelligence extraordinaire. Son père lui avait enseigné les rudiments de tout ce qu'il savait en matière d'affaires commerciales et bancaires. N'oubliez pas que le père était comptable ou expert comptable ou quelque chose dans le genre. Il avait l'intention de faire de son fils quelqu'un d'aussi entraîné qu'un rabbin, mais sa mort prématurée l'en empêcha. Quelques années après la mort de son père, Amschel Meyer Bauer fut engagé par la banque Oppenheim en tant que commis. Il démontra vite ses capacités innées pour les affaires bancaires et on le récompensa en l'associant à la banque Oppenheimer. Par la suite, il retourna à Francfort sur le Main, où il s'assura le contrôle et la propriété des affaires que son père avait créées en 1750. On remit fièrement le bouclier rouge au-dessus de la porte, comme le père avait fait, parce que le père avait déjà mis un bouclier rouge, alors là il remet fièrement le bouclier rouge au-dessus de la porte. Connaissant la signification secrète du bouclier rouge, Amschel Meyer Bauer décida d'en faire son nouveau nom patronymique. Bouclier rouge se traduit en allemand par Rothschild. Et ainsi apparut la maison Rothschild, voilà, bon, Rotten. Bon, je ne sais pas comment prononciation. Amschel Meyer Bauer vécut jusqu'en 1812 et eut 5 fils. Tous reçurent un entraînement spécial pour devenir des dirigeants de la haute finance. Nathan, un des fils, révéla lui aussi des capacités exceptionnelles et, à l'âge de 21 ans, partit en Angleterre dans le but déterminé de prendre le contrôle de la Banque d'Angleterre. Oui, la Banque d'Angleterre existait avant les Rothschild. Elle a existé, vous savez, suite à la Révolution anglaise. Et elle avait été prise de contrôle par des financiers juifs dans l'ombre. Et Rothschild va donc s'atteler à mettre la main sur la Banque d'Angleterre. Et j'imagine que William Gaillard a des informations plus détaillées là-dessus. Amschel Meyer Bauer avait pour objectif plus lointain, en coordination avec son père et ses autres frères, de mettre en place de façon forte et durable un monopole bancaire international en Europe. Bon, c'est la fameuse circulation, tout simplement, libre circulation des capitaux, hein, ça permet ce genre de choses. Alors bon, pour l'instant c'est juste embryonnaire. Il aurait été alors possible d'utiliser la richesse totale du pool bancaire, c'est-à-dire de l'ensemble des agences bancaires et dans les différents pays, pour étendre les ambitions dominatrices secrètes que le père avait communiquées à tous ses fils. Pour prouver ses capacités financières, Nathan Rothschild tripla en 3 ans le capital de 20 000 livres sterling qu'on lui avait confié. C'est-à-dire qu'il fait des placements intelligents et qu'en même temps il doit pratiquer l'usure avec un taux d'intérêt assez intéressant. En étudiant le mouvement révolutionnaire mondial, on s'aperçoit que le drapeau rouge fut un symbole constant depuis la Révolution française pour toutes celles qui suivirent et partout dans le monde. Beaucoup plus significatif également pour le fait suivant, lorsque Lénine, financé par les banquiers internationaux, renversa le gouvernement russe de Kerensky, me semble-t-il, qui était alors un gouvernement socialiste, et établit la première dictature totalitaire en 1917. Le drapeau était un drapeau rouge avec un marteau, une faucille et une étoile de Judée qui avait été imposée. Bon, là on est dans le révisionnisme, j'ai envie de dire.
dois le deviner, moi je l'ai pas vu. En 1773, Mayer Rothschild, âgé de 30 ans seulement, invita une vingtaine d'autres hommes riches et influents à le rencontrer à Francfort. Son but était de les convaincre que s'ils acceptaient de grouper leurs ressources, ils pourraient alors financer et contrôler le mouvement révolutionnaire mondial, l'utiliser comme leur guide d'action et gagner le contrôle absolu des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Donc déjà dans leur esprit, ces révolutionnaires, on va dire ces internationalistes, parce que c'est le cas, c'est l'international de l'argent. Et donc pas de frontières, pas de limite pour la circulation des capitaux, et ces gens-là ont fait le monde actuel, le monde politique et le monde économique. Voilà, c'est des choses à voir. Cette idéologie, du moins, prédomine sur le reste aujourd'hui. Rothschild leur révéla comment la Révolution anglaise avait été organisée, mais il releva également les fautes et les erreurs que l'on avait commises. La période révolutionnaire avait été trop longue, et l'élimination des réactionnaires n'avait pas été accomplie avec suffisamment de rapidité et de rigueur. Donc quand on parle des réactionnaires, on parle tout simplement... je pense des partisans de Charles II qui avaient voulu remonter sur le trône d'Angleterre, puis qui étaient remontés finalement sur le trône, puis ensuite de quelques successeurs plus malheureux, avant de se faire imposer donc un souverain venant tout simplement, on va dire, des Provinces-Unies ou des Pays-Bas actuels, si vous voulez, et choisi par les banquiers. Le règne de terreur, prévu par lequel on devait réaliser rapidement l'asservissement des masses, n'avait pas été dirigé comme il fallait. Malgré toutes ces fautes, le but premier de la Révolution avait été réalisé. Les banquiers qui avaient provoqué cette révolution contrôlaient l'économie nationale et avaient accru la dette nationale en intriguant pendant des années à l'échelle internationale, surtout pour prêter de l'argent destiné à financer guerres et rébellions. Pensez à l'Union européenne, à Goldman Sachs, à la BCE, à la pauvre Grèce, à la pauvre France, aux pauvres emprunts, à la loi de 1973, loi Giscard Pompidou Rothschild, quelque chose comme ça, voilà, c'est ça, qui impose à la France d'emprunter sur les marchés financiers à des taux qui nous ruine, voilà, avec la fameuse dette. En basant ses arguments sur la logique et sur un raisonnement rigoureux, Mayer Rothschild fit remarquer que les résultats financiers obtenus à la suite de la Révolution anglaise n'étaient rien à côté des gains que l'on pouvait espérer après une révolution en France. L'accord conclu permettrait une unité dans le but et la réalisation de tout ce qu'il avait si soigneusement pensé, ainsi que de tout ce qu'il avait révisé du plan de révolution. Le projet serait appuyé par toute la puissance que pouvaient représenter les ressources mises en commun. Le contrat fut signé et Mayer Rothschild dévoila son plan révolutionnaire. Par des manipulations astucieuses de leurs richesses, il serait possible de créer des situations économiques tellement désastreuses que les populations, par le chômage, en seraient réduites à un état proche de la famine. Il serait alors facile ensuite de rendre responsable de ces désastres le roi, sa cour, les nobles, l'Église, les industriels et les employeurs en utilisant une propagande bien réfléchie. Il faudrait rémunérer des propagandistes qui exacerberaient les sentiments de haine et de vengeance contre les classes dirigeantes. Par exemple, actuellement, vous avez l'Open Society de George Soros, mais ce n'est bien évidemment pas le seul. Vous avez la Fondation Clinton et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc exacerber les sentiments de haine contre les classes dirigeantes en présentant tous les cas vrais ou prétendus d'extravagance, de conduite licencieuse, d'injustice, d'oppression et de
Persécution. Ils inventeraient aussi des scandales pour salir la réputation de ceux qui, laissés à part, pourraient gêner leur plan d'ensemble. Bon, vous voyez par exemple actuellement il y a la présidentielle française, vous voyez comment le système peut taper sur François Fillon qui n'est certainement pas quelqu'un d'honnête, mais on préfère taper sur François Fillon que nous montrer les vrais problèmes avec Emmanuel Macron, la finance, la vente bradée à l'encan de Alstom, également de plusieurs aéroports français et des liens de Macron avec la haute finance et avec tous les grands lobbies financiers. Voilà, Macron, candidat Rothschild. Pauvre France. À la suite de l'introduction générale et afin de susciter un accueil enthousiaste pour le complot qu'il voulait mettre en œuvre, Rothschild saisit un manuscrit et commença à lire un plan d'action soigneusement préparé. C'est ce plan qui va suivre et dont on m'a assuré qu'il était une version condensée du complot par lequel les conspirateurs espéraient s'arroger le contrôle absolu et sans partage des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Le conférencier commença à révéler le complot en déclarant « Puisque la majorité des hommes avaient une inclination pour le mal plutôt que pour le bien, on pourrait obtenir les meilleurs résultats dans le domaine du gouvernement par l'usage de la violence et du terrorisme, et non pas par des discussions académiques. » Le conférencier partit ensuite du raisonnement qu'au commencement la société humaine avait été soumise à la force brutale et aveugle, qui était devenue par la suite la loi. Il prétendit que la loi n'était que la force sous une forme travestie, et conclut que par les lois de la nature, le droit réside dans la force. Donc la loi de la jungle, avec le banquier au-dessus de tout le monde. Bon, voilà. Et il reconnaît. Et alors là, on voit qu'il parle de violence et de terrorisme. Je signale quand même que pour un complotiste tel que semble l'être William Gaillard, et qui moi me paraît clair, parler de violence et de terrorisme alors qu'on écrit un livre dans les années 50 et 60, vous voyez bien qu'actuellement le terrorisme que nous subissons est en grande partie financé par tout simplement une manne financière et bancaire, internationaliste, et ce sont effectivement toujours les mêmes, qui utilisent d'ailleurs les faiblesses humaines et les travers des différents groupes sociaux, religieux, et particulièrement la fragilité actuelle d'une religion comme l'islam, et qui utilise en fait une religion pour la destruction du monde, en sachant que la religion peut avoir des failles très très importantes, et moi en tant que catholique je prétends que l'islam a une faille. Voilà, c'est mon avis, je ne suis pas démocrate, je vous le donne. Alors, le conférencier ensuite soutint que la liberté politique était une idée et non un fait, et déclara qu'afin d'usurper le pouvoir politique, tout ce qu'il était nécessaire d'accomplir, c'était de prêcher le libéralisme de façon à ce que l'électorat à la recherche d'une idée accorde quelques-uns de ses pouvoirs et prérogatives que les conjurés annuleraient ensuite à leur profit. Le conférencier assura que la puissance de l'or avait dépassé et usurpé celle des dirigeants libéraux, 1773. Il rappela à ses auditeurs qu'il avait eu une époque où la foi régnait, mais il déclara qu'une fois la liberté substituée à la foi, le peuple ne saurait comment l'utiliser avec modération. Il prétendit qu'à cause de cela, il était logique d'imposer la réalisation de l'idée de liberté qui produirait la lutte des classes et une jalousie de tous contre tous. Il leur fit remarquer qu'il n'était pas important pour le succès de son plan que les gouvernements établis fussent détruits par des ennemis intérieurs ou extérieurs, car le vainqueur devrait par nécessité
s'assurer l'appui du capital qui est entièrement entre nos mains. Il prétendit que l'utilisation d'un seul ou de tous ces moyens pour atteindre le but final était justifiée. La fin justifie les moyens. L'homme politique qui gouverne selon le code moral ne fait pas preuve d'habileté et se montre vulnérable car il est dans une position instable sur son trône. Ceux qui souhaitent prendre le pouvoir doivent avoir recours à la ruse et à la mystification parce que les grandes qualités nationales comme la sincérité et l'honnêteté sont des vices en politique. Bref, il faut être malhonnête et vicieux pour être vertueux en politique. Note 55. Le brouillard rouge, donc c'est un autre ouvrage de William Geiker, disponible également en PDF, explique comment cette théorie a été mise en pratique en Amérique depuis 1900. Note de l'auteur. Maintenant, je vais remonter à la page d'avant parce qu'il y avait 2 notes que je n'avais apparemment pas lues. Voilà les théories sur lesquelles on fera reposer plus tard la lutte des classes. D'accord. Cette déclaration extraite de documents originaux devrait convaincre tout le monde, sauf évidemment ceux qui ne veulent pas le croire. Que le conférencier n'était ni un rabbin ni un sage des Juifs, de même qu'il ne s'adressait ni à des sages ni à des rabbins, c'étaient des orfèvres, des prêteurs d'argent et leurs affiliés dans le commerce et l'industrie, qui avaient en 1773 toute la richesse du monde entre leurs mains, comme ils l'ont encore aujourd'hui. Note de l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur, même si il accuse en fait fortement certaines personnes et qu'il dit en avoir les preuves, vous dit qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et que ces riches banquiers et affairistes, tout en étant juifs, ne représentent pas l'intégralité effectivement d'une communauté, qui ne représente pas l'intégralité du rabbinat, ni des sages, ni des juifs, dirait-on, comme certains le disent, du quotidien. C'est une évidence. Le but n'est évidemment, dans la lecture de ce livre, de ne pas faire de l'antisémitisme primaire et rabbique, mais de constater les réseaux occultes de financement et de la banque et la prééminence de certaines crapules d'une certaine religion, ce qui ne nie pas non plus l'existence de crapules ailleurs, mais que ce groupe de crapules a pris la barre sur les autres. Voilà, les chefs des crapules. Oui, je rappelle que le conférencier est là en conférence avec les affairistes a priori de la communauté juive, mais pas que. Le conférencier n'est autre en fait que ce fameux Amschel Rothschild. Amschel Meyer Bauer Rothschild. Voilà. Nous en sommes ici. Il assura notre droit réside dans la force, et surtout dans notre force. Le mot droit est un concept abstrait qui ne prouve rien du tout. J'ai mis au point un nouveau droit. Ça veut tout simplement dire que maintenant le droit va être subordonné à l'économie, alors qu'avant l'économie était subordonnée au droit. Rothschild veut que le droit disparaisse au profit de l'économie. J'ai mis au point un nouveau droit, celui d'attaquer par le droit du plus fort et de faire éclater toutes les forces d'ordre et de réglementation, celui de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonné volontairement leurs droits et leur pouvoir par pur libéralisme. La pensée libérale, la pensée démocrate et tout ce que nous pouvons voir. À savoir que quand on parle de liberté ou de démocratie en soi, rien n'est mauvais dans ces mots. La pratique peut poser d'autres problèmes et ce qui pose en fait problème à travers la démocratie ou ce libéralisme, c'est en fait
le relativisme, le progressisme et le fait que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est cela que nous attaquons dans cette fameuse démocratie libérale actuelle. Ce n'est évidemment pas le fait que les gens puissent donner leur opinion et puissent chercher à participer au gouvernement des choses. Ça, c'est parfaitement juste. Je ne suis à titre personnel pas démocrate parce que je pense que ce mot est beaucoup trop galvaudé. Il avertit ensuite ses auditeurs en ces termes. La puissance de nos moyens doit rester invisible jusqu'au moment où elle aura acquis suffisamment de force pour qu'aucune ruse ou force ne puisse la détruire. Donc le but, c'est la monnaie mondiale qui sera réalisée normalement en 2018 et donc par la destruction de l'euro et du dollar en 2017. Confère la revue de Rothschild, à savoir la revue The Economist, qu'il possède également avec la famille Agnelli, où il annonçait déjà, je crois il y a 20 ou 30 ans, qu'en 2018 il y aurait une nouvelle monnaie mondiale, et on voyait le phénix renaître de ses cendres. Donc faites très attention à toutes ces histoires de monnaie mondiale, nous sommes à l'époque où ils sont en train de retirer l'argent liquide et les billets, qui déjà étaient des monnaies de singes, pour nous proposer tout simplement d'être captifs de nos cartes bleues et de nos comptes en banque et de nous abaisser nos seuils de retrait aux distributeurs à quasiment zéro, voire rien du tout. Nous sommes donc leurs futurs esclaves. Rothschild recommanda ensuite l'utilisation de la psychologie des foules. C'est quand même incroyable que William Geiker ait écrit ça dans les années 50 ou 60. Il est parfaitement au courant. Il recommanda ensuite l'utilisation de la psychologie des foules pour obtenir le contrôle des masses. Il partit du raisonnement que la force de la foule est aveugle, dénuée de sens, irraisonnée, et toujours à la merci d'une suggestion venant de n'importe quel parti. Seul un dirigeant despotique pourrait diriger efficacement une foule parce que sans despotisme absolu, la civilisation ne peut exister. Elle est produite non par les masses, mais par leur guide, quelle que soit cette personne. Moi, je vous dis que ce Macron me fait peur, même si je pense que c'est une bulle d'hélium. Je ne pense pas qu'il soit au second tour de la présidentielle française, mais si jamais il est au second tour de la présidentielle française, je vous en conjure à aller voter. Quitte à voter pour Jean-Luc Mélenchon, moi ce n'est pas du tout mes idées, mais je pense qu'il vaut mieux avoir un Jean-Luc Mélenchon qu'un Macron, et je suis sérieux quand je dis ça, alors que ce n'est pas du tout mon bord politique. Faites barrage à Macron si Macron est au second tour, je vous en conjure. Il prévint qu'au moment où la NAS se saisirait de la véritable liberté, cela tournerait rapidement à l'anarchie. Vous voyez ce qui va se passer en France avec les élections. On y est là, hein, c'est vraiment le bout du bout du bout du bout. Et c'est le chapitre d'ailleurs sur la Révolution française, c'est pas mal quand même. Hein. 8. Il recommanda l'emploi de l'alcool, de la drogue, de la corruption morale et de toutes sortes de vices que leurs agents devraient répandre pour corrompre la morale chez la jeunesse de toutes les nations. Alors, on est de 56. Le terme agent représente l'organisation composée d'espions, de contre-espions, de maîtres chanteurs, de saboteurs, de personnes travaillant dans les coulisses et de tous les individus hors la loi qui permettent aux conspirateurs internationaux d'atteindre leur objectif secret. Note de l'auteur. Bon, corrompre la morale des gens, on voit comment ça se fait. Pas besoin de donner trop d'exemples, mais vous voyez par exemple l'émission de Cyril Hanouna, le niveau que ça peut avoir. Même quand vous ne regardez pas, vous en entendez parler, parce que les gens autour en parlent. On n'échappe pas à ce genre de saloperie. Il conseilla d'entraîner des agents spéciaux à certaines fonctions ou métiers, tuteurs, laquais, gouvernantes, employés. Les femmes de l'organisation séviraient dans les endroits de dispersion fréquentés par les goïms étant les non-juifs.
Bon. Au nombre de ces derniers, je compte les soi-disant dames de société qui deviennent volontairement des éléments de corruption et de luxure. Nous ne devons pas nous arrêter à la corruption, aux tromperies, à la trahison, lorsqu'elle servirait à l'accomplissement de notre but. Abordant la politique, il affirma qu'il avait le droit de conquérir la propriété par tous les moyens et sans hésitation, car il s'arrogeait ainsi la soumission et la souveraineté. Parce qu'il s'établit par le biais d'une conquête pacifique, notre État a le droit de substituer aux horreurs de la guerre des sentences de mort moins perceptibles et plus satisfaisantes qui sont nécessaires au maintien d'une terreur nécessaire pour obtenir des sujets. Une soumission aveugle, ça s'appelle le moyen de l'endettement, du prêt bancaire et plus particulièrement des allocations et autres subventions qui font que les êtres humains sont dépendants d'un système centralisé. On achète la misère des gens et leur incapacité, je pense notamment aux agriculteurs, mais également aux gens qui préfèrent toucher des allocations parce qu'au final ils ne trouvent pas de job ou de travail tout simplement décent. Les gens sont esclaves. La seule façon de briser votre esclavage, c'est par la connaissance et ensuite par la concertation en vue de chasser tous ces traîtres. Traitant de l'usage des slogans, il dit « En des temps maintenant révolus, nous fûmes les premiers à inculquer aux masses des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. » Bon, alors en fait là il parle de la préparation de ça, on est après la Révolution française là. C'est-à-dire que ces financiers ont préparé la Révolution française. Rothschild n'est sans doute pas derrière la Révolution française en lui-même tout seul, mais c'est-à-dire que déjà il avait des ancêtres qui ont participé à ça et qui connaissent, vous voyez, c'est pour ça qu'ils en parlent. Donc liberté, égalité, fraternité, mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets, mots que les prétendus conseillers des goïms ne peuvent se représenter dans leur abstraction et dont ils ne peuvent saisir la contradiction dans leur signification et dans leur interrelation. Il rappela les mots qu'il fallait amener aux oreilles des légions qui portent nos bannières avec enthousiasme, c'est-à-dire les idiots utiles. Il partit du raisonnement qu'il n'y a aucune place dans la nature pour l'égalité. Effectivement, l'égalité n'existe pas. La seule égalité qui existe, c'est devant Dieu, en tant que vous êtes un homme et que vous avez dans votre nature un corps et une âme. Ça s'arrête à peu près là. La deuxième égalité, c'est le fait d'être soumis à la loi dans un domaine donné et dans un cadre donné, parce que différentes lois s'appliquent à nous en fonction des situations. Il partit du raisonnement qu'il n'y a aucune place dans la nature pour l'égalité, la liberté ou la fraternité. Et il déclara « Nous avons établi l'aristocratie de l'argent sur les ruines de l'aristocratie naturelle et généalogique des goïms. » Et en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens qui gouvernent la France sont au-dessus des pions. Vous avez beaucoup de pions français, mais même parmi les pions qui nous gouvernent, vous avez en fait beaucoup d'étrangers, des gens qui ne sont français que depuis très récemment, et des gens qui en fait ont toujours fait partie de petites communautés communautaristes et qui n'ont rien à voir avec les Français. L'essence de cette aristocratie, c'est la richesse qui dépend de nous. On va vous retirer votre argent, vous allez voir ce que ça peut donner. Il exposa ensuite, point par point, ses théories sur la guerre. Alors je regarde, puisque là on est à la demi-heure. Que reste-t-il à dire? Tac, 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 ouais, il y a encore beaucoup. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Donc, le point numéro 11 du discours de Rothschild à ses camarades financiers. Il exposa ensuite point par point ses théories sur la guerre. Je reprendrai ça donc dans la partie 2 de ce chapitre 3, la Révolution française en 1789, avec Danton comme image de fond, pour vous aider. Voilà, je vous dis à très bientôt.